Tout a commencé dans la chambre noire de l'océan, il y a 4 milliards d'années. La vie vient d'apparaître sous la forme de cellules sommaires, les bactéries. Tous les êtres vivants proviennent de ces cellules ancestrales qui, au cours du temps, se sont divisées, associées, adaptées au changement climatique. Cette évolution a d'abord donné des créatures sans coquilles, puis des animaux à carapace, et un peu plus tard, les poissons. Il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés sont des poissons qui n'ont pour se nourrir qu'une bouche en ventouse, avec laquelle ils aspirent leurs aliments, comme ces myxines. Quand l'évolution leur donne une mâchoire, une étape cruciale est franchie. Pouvant absorber une nourriture plus énergétique, ces créatures acquièrent un cerveau plus complexe. Et les prédateurs, des organes sensoriels toujours plus précis pour débusquer des proies. Les étranges chimères demeureront dans l'obscurité des abysses, tandis que leurs cousins, les requins, monteront à la conquête de la surface. Ils y sont déjà voici 400 millions d'années, quand le groupe des amphibiens part coloniser la terre ferme. Hors de l'eau, un monde tout différent, avec de nouvelles lois auxquelles il faut s'adapter. Trouver un autre mode de locomotion, une autre manière de respirer. L'ère des reptiles commence. Elle ouvrira la voie royale aux dinosaures. Pendant leur âge d'or va naître aussi un animal à sang chaud, l'ancêtre des dauphins. Un nabot comparé aux dinosaures, mais il est promis à un brillant avenir. C'est le premier mammifère. Et puis, coup de théâtre. Certains de ces animaux terrestres retournent à l'océan. 50 millions d'années plus tard, les dauphins portent encore les vestiges de leur vie terrestre. Leurs pattes avant sont devenues des nageoires. Les pattes arrière, en revanche, ont totalement disparu. Dans l'eau, plus besoin de membres pour soutenir le poids du corps. Les dauphins ont toutefois gardé un lien avec le monde aérien. Ils vivent en suspens entre l'eau et l'air, par plaisir et par nécessité. Comme tous les mammifères marins, ils doivent aller respirer à la surface. Et au cours de ces allées et venues, il leur arrive de faire de dangereuses rencontres. En retournant à l'océan, les dauphins ont rejoint leurs principaux concurrents, les requins. Il en existe aujourd'hui près de 400 espèces, dont celui-ci, énorme et absolument inoffensif. C'est le requin-baleine, le plus grand poisson du monde. Une gueule large de 2 mètres, un corps long de 13. Pour le requin-baleine, comme d'ailleurs pour la plupart des poissons, la vie se résume à une alternative, nager ou mourir. En effet, l'oxygène est amené jusqu'à ses branchies par le courant qu'il crée en nageant. Il faut donc avancer, toujours, sinon c'est l'asphyxie. Il navigue sans effort, propulsé par sa nageoire caudale qui godille latéralement. Chez le dauphin, à l'inverse, la queue horizontale ondule de haut en bas. Comme quoi, en matière d'évolution, différentes solutions peuvent aboutir au même résultat. C'est bien beau d'avancer, mais il faut aussi se diriger. Pour tourner, monter, descendre, le requin gris de récif fait pivoter ses nageoires pectorales rigides et plane comme un avion de chasse, conçu pour foncer en pleine eau. Tout miser sur la vitesse, c'est risquer parfois de manquer une occasion comme on en rencontre rarement. Ainsi, ce filet, copieusement garni, abandonné par des pêcheurs négligents. Des poissons perroquets, un nason appétissant, une carpe rouge. Tant de proies offertes et pourtant inaccessibles aux requins gris. Parce qu'un corps en torpille, c'est l'idéal pour filer à toute vitesse, mais ce n'est pas très maniable. Impossible de manœuvrer pour décrocher ces morceaux de choix. Ils profiteront à d'autres. À ce requin corail, par exemple,
Souple et athlétique, un as de la manœuvre qui se faufile dans tous les recoins du récif. Rien ne résiste aux mâchoires du corail. Ses nombreuses petites dents en forme de poignard peuvent sectionner, cisailler, déchiqueter. Le requin gris de tout à l'heure assiste au festin sans pouvoir y participer. Les squales ne sont pas les ogres que l'on imagine. Ils peuvent jeûner pendant plusieurs semaines. Seulement, l'occasion fait le larron et la concurrence pousse parfois à une certaine frénésie. Car chez les requins, il faut bien le dire, on n'aime pas partager. La survie d'un requin dépend entièrement de son aptitude à chasser. Son minuscule cerveau ne lui permettant pas de réfléchir, il ne peut se fier qu'à ses sens pour repérer des proies. Et pour réussir, il doit réagir instantanément à tous les stimuli. La puissance de ses mâchoires et de ses dents feront le reste. Dans sa hâte, le requin corail fait une fausse manœuvre et libère la carpe rouge qu'il s'apprêtait à dévorer. Le voici lui-même pris dans le filet. Un problème mineur pour un tel contorsionniste. La carpe ne jouira pas longtemps de sa liberté retrouvée. La victoire revient presque toujours aux animaux les mieux adaptés à leur milieu. Et il est clair que dans ce dédale de rochers, c'est le requin corail qui remporte la palme. Dans cet immense terrain de chasse qu'est l'océan, les plus prospères sont ceux qui localisent les proies les premiers. Les requins tigres sont très forts pour cela. En voici tout un groupe qui s'acharne sur la carcasse d'une baleine bleue. 100 tonnes de viande et de lard. L'Eldorado du carnassier. Comment les requins-tigres ont-ils découvert ce trésor de protéines? Pour le savoir, il faut remonter quelques heures en arrière. Cette baleine bleue, épuisée et malade, s'est égarée. Depuis ce matin, elle nage sans but dans le lagon, laissant dans son sillage une odeur qui trahit son état. Une odeur détectable à plusieurs kilomètres pour ceux qui ont du flair. Le requin-tigre n'en manque pas. Il a même l'odorat le plus performant du monde animal. En balançant la tête de droite à gauche, il fait pénétrer l'odeur dans ses narines et visualise ainsi une sorte de couloir odorant, une piste qu'il n'a qu'à suivre tout tranquillement jusqu'à la source. D'abord, s'assurer que c'est mangeable. Juste une bouchée pour goûter. Le sang qui se dilue dans l'eau agit comme un signal. L'invitation au banquet se répandra très vite dans tout le lagon.
Il a suffi de quelques molécules odorantes pour attirer cette foule de requins, et il leur faudra peu de temps pour venir à bout de ce buffet de 25 mètres. Quand on a du nez, on est très avantagé pour la détection des proies à distance. Et comment fait-on dans le cas contraire? Eux n'ont aucun odorat. Ils l'ont perdu au cours de l'évolution. Leurs narines ont migré vers le haut du crâne pour leur permettre d'aller respirer à la surface. Pour localiser les proies de loin, les dauphins sont tout ouïes. Chez eux, ce sens a pour siège les mâchoires inférieures qui font office de récepteurs longue portée. Démonstration avec cette femelle qui donne à son petit une leçon de chasse. Elle commence par scanner le fond. Puis, elle pioche à un endroit précis, comme si le sable était transparent et qu'elle voyait les poissons qui s'y cachent. Voici l'image sonore qu'elle a du fond marin grâce à son système d'écolocalisation. Un sonar naturel qui donne accès à l'invisible. Dans l'eau, les sons voyagent 5 fois plus vite que dans l'air. Les dauphins émettent des clics à très haute fréquence qui se propagent devant eux et reviennent en écho vers les mâchoires récepteurs. Comme les sons circulent différemment selon la densité des matières qu'ils traversent, les poissons enfouis dans le sable sont pour ainsi dire mis à nu. Les sons à basse fréquence permettent de voir loin, à plusieurs centaines de mètres, alors que les hautes fréquences donnent une image mentale plus précise, mais de moindre portée. Et maintenant, c'est au petit dauphin de jouer. Il devra s'exercer très souvent pour devenir un chasseur sachant détecter.